Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire professionnel. Cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi mis à l'honneur: lancement de collections, labels, séries, mise en avant d'auteurs, autrices émergentes de nouveaux talents, maison d'édition à découvrir, avant-première de collection à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en particulier et d'autres webinaires en replay dès fin de sa diffusion live sur la plateforme OZNB. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera au Paris-Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. Pour ce webinaire, on se retrouve avec les éditions Milan. C'est le documentaire s'invite en grande pompe aux éditions Milan, avec comme thématique lancement de labels, de collections et de séries, avec Charlotte Derville, Camille Babot, Anne-Claire et Agatha Liévin-Bazin. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, j'imagine. Merci pour votre présence et merci pour ce lancement. Donc, je vais juste repréciser qui sont les intervenants de cette table ronde. Je serai la modératrice. J'ai déjà eu la chance de présenter un autre webinaire pour les éditions Milan l'année dernière. Donc, cette année, nous allons aborder donc, la question du documentaire et notamment des nouvelles collections aux éditions Milan. Donc, pour rappeler, donc Charlotte Derville et Camille Babot, vous êtes toutes les deux directrices littéraires à la tête d'une équipe de 12 personnes. On verra par la suite, en effet, concevoir des documentaires demande de nombreuses ressources et des équipes solides en interne. Et puis, Agatha Liévin-Bazin, qui est autrice et éthologue. Elle nous dira peut-être plus en détail ce qu'est une éthologue. Et vous êtes notamment l'autrice de Vie ma vie de chaîne et Messages reçus quand les animaux communiquent, donc aux éditions Milan. Et la co-autrice, c'est Charlotte Duranton, qui est éthologue également. Donc, pour rappel, Milan est leader du documentaire jeunesse depuis 10 ans et continue d'innover, en tout cas en 2025, avec de nouvelles collections, puisque ce matin, donc, nous allons présenter 3 nouvelles collections, Topic, Médaille et Vie ma vie, donc pas moins de 3 nouvelles collections documentaires jeunesse. Et la question se pose, comment repenser le documentaire aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'ère de l'intelligence artificielle? Alors, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, et puis on mettra peut-être aussi des liens, si nécessaire, en cours de présentation. Et si vous souhaitez qu'on réponde aux questions, on gardera quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc, il faut peut-être revenir en effet sur l'historique et sur la place du documentaire aux éditions Milan. Donc, pour rappel, Copain des Bois, donc notamment en 1987, et qui est toujours au catalogue des éditions Milan, qui a un titre phare. Le documentaire est important, à la fois dans les éditions, à la fois dans la presse également. Donc, je voulais revenir avec vous, Charlotte et Camille, peut-être sur l'histoire et l'ADN du documentaire aux éditions Milan. Comment s'est construit, peut-être rapidement, et avant de présenter ces nouvelles collections, la force du documentaire au sein des éditions? Oui, merci Anne. Effectivement, Milan a toujours été éditeur tourné vers les sujets de nature. C'est bien pour ça qu'on s'appelle Milan. Milan, c'est le nom de cet oiseau emblématique de nos régions. Donc, c'est bien en clin d'œil à la nature que la maison a ouvert son travail et sa collection. Et donc, on a historiquement toujours eu des titres nature, mais aussi ouvert à tout type de sujet. Donc, le documentaire a tout de suite été partie prenante du catalogue. Donc, il y a eu effectivement la collection Copain des Bois, qui est gros titre emblématique, 1987, toujours aujourd'hui au catalogue. Mais évidemment aussi parmi les collections patrimoniales, la collection des encyclopes, qui est ouverte à beaucoup de sujets historiques. Les accros de la nature, évidemment très branchés nature. Les carnets de nature, qui sont des carnets d'observation. Puis évidemment, il y a eu les goûters philo. Je vais assez vite dans le balayage de l'histoire de la maison. Les goûters philo, évidemment, le thème de la philo, puisque finalement, on ne s'interdit aucun sujet. Puis les petits docs, mes petites questions, les petits docs aussi, plus d'une centaine de titres au catalogue. Mes petites questions, le grand livre animé du corps humain, pour les plus petits, donc du livre complexe. Vive les filles aussi, 20 ans d'âge, même s'il est réédité et réécrit chaque année. Mes années pourquoi, mes petits pourquoi.
Voilà, on est un peu partout. Et pour dresser un peu la façon dont on a parlé comment on aborde le documentaire chez nous, on a donc cette idée d'aller sur tous les sujets pour combler toutes les curiosités. Donc c'est aussi notre place de leader qui fait qu'on est un peu dans tous les rayons de tous les petits sujets du rayon doc en librairie et même en dehors du rayon doc avec des livres doc. L'idée, c'est d'outiller les enfants afin qu'ils se fassent leur propre avis sur le monde qui les entoure. On évite le tout digérer d'avance. On essaie vraiment de les inviter à se faire leur propre avis, de les outiller. On met le lecteur aussi au cœur de la démarche éditoriale. Les livres sont pensés à leur portée, les livres leur sont destinés, sont réfléchis pour eux et elles, et non pas dans une parole descendante. On n'est pas dans une vision d'artiste ou d'auteur qui serait un peu dans sa tour d'ivoire, qui serait en passation d'œuvres. On est plus vraiment dans une recherche de vulgarisation, évidemment, mais d'interaction. On anime aussi les livres quand il le faut pour les plus petits. On propose des contenus accessibles en lecture, fun et divertissants, même sur les sujets plus pointus. Et on a toujours en tête l'idée de comment le lecteur va pouvoir recevoir le bouquin aussi en fonction de ses capacités. On raconte la nature et le vivant pour transmettre par l'émerveillement, répondre à la curiosité, connaître le vivant et la nature pour mieux s'y connecter et ce faisant la défendre et l'envisager. On veut aussi être une ressource solide pour les lecteurs et adultes qui les accompagnent. Le livre est vraiment pensé comme une ressource d'infos fiable, surtout aujourd'hui évidemment versus Internet. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec tout un panel de relecteurs, relectrices experts. Et on est enfin au diapason des évolutions sociétales, donc des représentations et des façons de parler. Ces représentations et ces façons de parler, elles évoluent année après année. On ne parle plus de la nature ou du corps comme on en parlait il y a 10 ans. Donc on a une attention portée aussi au rôle modèle. On montre une diversité de possibles aux enfants. On déconstruit les clichés autant que possible. On essaie de mettre en avant. On ne laisse pas au hasard, évidemment, qui on met en avant dans nos bouquins. Et voilà, avec cette démarche de projection pour les lecteurs. Très bien. Charlotte, tu veux compléter ou on poursuit sur les autres questions? On peut poursuivre. Très bien. Alors justement, donc, comme je le disais en introduction, il est vrai qu'il peut nous paraître assez courageux et audacieux de proposer de nouvelles collections aujourd'hui. Et puis surtout, en 2025, on sait que les enfants, en effet, il y a cette concurrence avec les écrans et d'autres outils aussi pour se tenir informés. Vous, en tant qu'éditrice, comment vous travaillez sur de nouveaux projets éditoriaux et comment vous pensez la conception d'un documentaire jeunesse aujourd'hui? Donc, dans ces nouvelles collections, je pense qu'on va aborder justement des points précis de ces nouvelles collections qui peuvent répondre aussi aux attentes des enfants d'aujourd'hui. Donc, comment construit-on et comment faire un documentaire en 2025? Oui, effectivement, alors on parlait d'Internet tout à l'heure. Alors on sait que 7 ans, c'est un peu un âge charnière pour nous. C'est à la fois l'âge auquel les enfants ont tendance à se détourner de la lecture, mais c'est aussi l'âge où ils commencent à aller sur le web et même pour certains à fréquenter les réseaux sociaux. Un petit chiffre pour rappel, hein, on dit que 68% des moins de 13 ans ont déjà un compte sur un réseau social. Alors on sait que normalement à cet âge-là, ils ne sont pas autorisés à aller sur les réseaux sociaux, mais voilà, la réalité est différente. Et on sait aussi que YouTube est aujourd'hui le média de vulgarisation préféré des 7+, et le premier réflexe de recherche d'information qu'ils ont. Donc, en somme, effectivement, il y a un peu un défi à relever pour nous, hein, parce que le mode de lecture des enfants ont changé, leur rapport à la lecture a changé, leur rapport au réel a changé. Et c'est vraiment dans ce contexte que l'enjeu du livre docu va être crucial. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est leur proposer à la fois des informations qui sont fiables, à l'inverse des fake news qui inondent le web. On va leur proposer aussi des sujets qui les intéressent, bien entendu, mais tout en restant dans un cadre respectueux de leur âge. On va leur proposer un visuel satisfaisant, donc proche de la réalité. Jusqu'ici, on faisait beaucoup de documentaires très illustrés et on a su, voilà, en creusant un peu à travers des enquêtes, que ce qu'on pensait être du visuel adapté à leur âge leur apparaissait rapidement trop bébé. Donc, on va aussi retravailler, nous, le pôle d'illustrateurs avec qui on travaille pour aller vers de l'illustration qu'on appelle plus réaliste. Et enfin, dernier enjeu, ça va être de leur proposer une lecture attractive. Dans ce contexte-là, on a pensé à la collection Topic. Alors la collection Topic, ouais, si on peut avoir un petit peu de visuel, super. Donc c'est une collection qui mélange de la photo et de l'illustration réaliste. C'est une collection qui est construite
sur 16 questions telles que les enfants se les posent. Comme disait Camille, on n'est vraiment pas sur une dynamique descendante avec nos lecteurs. L'idée, c'est vraiment de se mettre à leur hauteur, tout en leur apportant du contenu. Donc, on va répondre à chacune des questions par double page en 3 paragraphes concis. Et puis, on va utiliser de la photo. Cette photo, elle va être bien entendu sourcée. Elle va être même légendée autant que possible et sans IA. Alors là, il y a un affichage un peu bizarre. On n'est pas censé avoir cet écran noir à droite. Mais voilà, on est vraiment sur un travail de l'illustration qui est soit de la photo seule, soit de la photo qu'on va venir retravailler en mettant du visuel, mais du visuel d'illustration réaliste. Et on a ce principe des pictos aussi. Donc les pictos, en gros, ce sont des thématiques que l'on peut retrouver dans le doc. Donc c'est une autre lecture, c'est une lecture plus transversale qui va nous permettre d'aller piocher des infos et de proposer une lecture modulaire plus ludique et plus légère, avec un principe aussi de fun fact, donc qui sont des éléments qu'on va mettre un peu plus gros en exergue pour donner une info un peu plus insolite et qu'on va retenir facilement. Ça, c'est pour les plus grands, hein, pour les 7+. On va aussi retravailler un peu nos propositions comme dans les docs nature. Les docs nature, voilà, c'est cette collection-là qui s'adresse aux plus petits cette fois à partir de 5 ans. Et là, on va utiliser la photo pour reconnecter les enfants à la nature, donc volontairement les petits ruraux et les petits urbains en les emmenant à s'émerveiller vraiment de ce qui se passe en bas de chez eux. Je dis petits ruraux et urbains parce qu'on va vraiment leur présenter des animaux qui sont susceptibles de croiser dans l'environnement, donc que ce soit au square d'en face ou autour de chez eux. Donc on a lancé 3 premiers titres sur le ver de terre, le papillon, et là c'est l'écureuil que vous avez là. Donc vous voyez, on va proposer à la fois de l'illustration et aussi de la photo. Avec cette photo, voilà, on va aller raccrocher au code de la photo naturaliste, donc un peu à ce qui était l'ADN de base de Milan, mais aussi à ce que les enfants peuvent trouver encore sur Internet, le type de photos qu'ils pourront trouver et qui leur permettront, via le livre, de venir identifier l'animal dans son milieu naturel. Voilà, et côté interactivité, on a pensé cette collection aussi avec une pluralité de contenus. Donc, on a le doc tel que vous l'avez, et puis à la fin, on a une carte mentale, une double page d'activité, et que vous la voyez en bas à gauche, et un poster de l'animal en question. Oui, donc on le voit, donc la question de la nature, de l'environnement, de l'histoire sont vraiment au cœur aussi des problématiques qui sont abordées aux éditions Milan. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être rapidement comment se construit un programme éditorial et comment vous définissez des thèmes sur l'année et sur les enjeux, en fait, comment vous travaillez, vous brainstormez en interne? Comment se construit la programmation? Alors, côté Doc Nature, évidemment, on a des temps forts de parution au printemps et en septembre pour la nature plus automnale. Voilà, et après, sur la construction des sujets, on va choisir, là en l'occurrence, des animaux, des végétaux de proximité. Ça, c'est relativement récent, ce choix de ne pas aller vers les animaux stars exotiques qu'on traitait jadis systématiquement. Voilà, on travaille vraiment cet émerveillement sur le seuil de sa porte. On a aussi des projets de livres à venir sur la nature en ville, par exemple. Ce sont aussi des animaux qui sont étudiés à l'école. On a un réseau d'enseignants auprès de qui on prend ressources et informations. Là, ces 2 collections, elles ont été pensées pour se chaîner en termes d'âge et de cycle scolaire, l'une prenant le pas de l'autre. On diversifie les formes vraiment dans cette idée de plaire à tous les goûts. C'est aussi ça, d'avoir plusieurs formes, différentes façons d'aborder les sujets. Et les porte-monnaies aussi, parce qu'on a une différente gamme de prix là, sur les 2 collections. Et toujours sur cette question donc d'information qui est liée au documentaire et aussi en concurrence avec les écrans, donc vous-même en interne, comment vous travaillez sur cette notion d'information, donc que ce soit autour de la question des animaux, de l'environnement, on y reviendra plus tard avec Agatha, donc faire appel à des scientifiques. Donc comment se fait ce travail en interne pour trouver les informations les plus justes pour construire des documentaires qui soient aussi pérennes et puis toujours adaptés aux informations recherchées par les enfants et les parents? Alors oui, effectivement, pour traiter ces sujets-là, on va faire appel à la fois à des auteurs qui sont spécialisés du sujet,
mais en même temps, on va aussi faire appel à des auteurs qui savent écrire pour la jeunesse. Et donc, on va vraiment avoir ces 2 cas de figure. Non pas que les auteurs spécialistes ne savent pas écrire pour la jeunesse, mais c'est pas tout à fait les mêmes casquettes. Il y en a qui les combinent, comme Agatha, par exemple, ça c'est formidable. Mais voilà, on va aussi parfois aller chercher des scientifiques qui sont vraiment très précis, très pointus. Par exemple, on a le topic sur les chats qu'on a confié à Charlotte Duranton, donc qui a coécrit l'ouvrage avec Agatha. On a aussi sorti un topic sur les volcans, qui est celui-ci, qu'on a confié à Arnaud Guérin. Donc Arnaud Guérin, il est vulcanologue, Charlotte, elle est éthologue. Donc là, on sait que voilà, ils ont une connaissance parfaite de leur matière. Et puis, il y a des fois où on va confier, donc comme je disais, le documentaire à quelqu'un qui a eu une plume jeunesse. Et là, on va doubler son écriture d'une relecture de spécialiste. Par exemple, sur l'Égypte ancienne, donc on a sorti un topic sur l'Égypte ancienne, on l'a fait relire par une docteure en égyptologie qui est aussi guide conférencière. Voilà, ça nous permet de muscler encore plus notre proposition en termes d'information. Et puis, donc les auteurs, eux, ils sont toujours tenus de délivrer des informations fiables, de recouper leurs sources. Et en plus, on a l'éditeur, et le rôle de l'éditeur, c'est de venir vérifier absolument toutes les données qui sont écrites par l'auteur. Donc voilà, on est vraiment dans une relecture multiple pour donner en lecture une information qui soit la plus précise possible. Côté images, eh bien nous, on va aller chercher les photos dans des banques d'images. Alors, ça va être le rôle de l'auteur, ça peut être aussi le rôle de l'éditeur, ça peut être une recherche conjointe. Et puis, on va rechercher, donc je disais, une illustration qui soit réaliste. Donc là, on va travailler avec des illustrateurs qui ont ce style-là de réalisme pour illustrer, par exemple, des choses qu'on ne peut pas trouver sur des photos. Par exemple, j'ai une scène qui se passe dans l'Égypte antique. Bon, si j'ai envie de reconstituer la scène pour vraiment montrer au lecteur comment ça se passait à l'époque, l'illustration est bien utile. Ou si j'ai envie de montrer un schéma, par exemple. Je crois que j'avais un schéma de volcan qui se baladait quelque part. Voilà, là aussi, l'illustration, elle vient en soutien de l'information. Si je prends l'exemple des docs nature, alors là, typiquement, voilà, on a une autrice, donc l'autrice des docs nature, enfin en tout cas des premiers titres de la collection, c'est Stéphanie Ledu. Stéphanie Ledu, c'est l'autrice de tous les petits docs. Donc, c'est une autrice qui est rompue à l'exercice de la documentation et de la vulgarisation. Elle sait parfaitement utiliser le fil narratif qu'on va utiliser dans cette collection pour embarquer son lecteur dans son univers et lui donner des informations qui soient vraiment pile à sa hauteur. Donc voilà, là, l'illustration, on va la choisir plutôt tendre, plutôt douce. On va apporter de la connivence et de l'identification avec le petit personnage que vous avez pu apercevoir là, qui va vraiment servir de vecteur. Et puis, pour terminer sur ta question de l'actualisation, oui, alors, c'est des titres qui, quand tout se passe bien, qu'on est amené à réimprimer régulièrement. Et à cette occasion, bien sûr, on actualise des données parce que la matière docu, c'est de la matière qui bouge. Donc, si c'est des titres qui datent de 10-15 ans, évidemment, la société ayant évolué, c'est à nous aussi de réadapter les textes, les contenus. Et puis même parfois, il y a des informations, surtout quand il s'agit de données historiques. Parfois, il y a des découvertes qui sont faites qui, nous aussi, vont nous obliger à revoir un peu nos contenus. Je vous propose qu'on fasse un focus sur la collection Vie ma vie, qui a ce site singulier, en effet, que c'est un documentaire assez incarné, donc avec une écriture au geste qui est vraiment assez nouveau aussi dans le documentaire, soit du point de vue d'un animal ou alors d'un univers végétal. Je vois qu'Agatha n'est plus avec nous, mais peut-être que vous pourrez déjà quand même vous nous parler de cette collection, puis ensuite on verra avec Agatha sur comment elle a travaillé sur Vie ma vie de chêne. Si, Agatha, tu t'es reconnectée. Oui, voilà, l'idée, c'est de prendre un individu et de le suivre dans sa vie et surtout dans son écosystème qui dans l'entraide, voilà, qu'est-ce qu'il partage. Et c'est cette idée comme ça, un peu globale, cette approche globale des monographies animalières qui est aussi nouvelle dans la façon de faire. Et du coup, Agatha, je vais pouvoir te donner la parole. C'est ta caméra qui ne marche plus. Est-ce qu'on essaye avec juste le micro, du coup ? Oui. Ouais, je te laisse la parole alors.
Ah, je crois que non, en fait, il faut peut-être qu'elle soit réactivée. Peut-être qu'on peut ah voilà, Agatha qui revient. Ah, Super Agatha. super. Bon, j'espère que ça Peut-être tient, je suis d'ailleurs tu peux navrée. nous dire donc comme j'ai dit que tu allais nous expliquer ce qu'est une éthologue avant de nous parler Oui, du tout à travail fait. que tu as fait sur ma vie de chaîne. Complètement avec plaisir. Eh bien, du coup, moi, je suis une chercheuse, retraitée. Par le passé, je faisais de la recherche, du coup, sur le comportement animal, ce qui est, l'objectif, d'un ou d'une éthologue. Après avoir, obtenu mon grade de docteur, j'ai choisi de devenir vulgarisatrice scientifique, donc de diffuser les connaissances et par l'objet du livre documentaire, eh bien, c'est un très bon médium. Et donc, alors je sais pas, je crois qu'on va peut-être remettre le document pour présenter Vie ma vie de chaîne ou si on peut juste le montrer, moi je pourrais le présenter. Comment tu as travaillé sur ce titre? Et puis tu voulais, je crois, en fait, revenir sur cette écriture à hauteur d'arbre. Donc comment s'est fait tout ce travail, d'écriture et de recherche? Alors pour le coup, Vie ma vie de chaîne, c'était vraiment un défi. Donc c'est, mon éditrice, Frédérique de Surmain chez Milan qui est venue me proposer le titre, parce que j'avais déjà donc écrit 2 livres avec Charlotte Duranton, par le passé, chez Milan, sur les animaux, ce qui est quand même beaucoup plus mon domaine. Et là, pour le coup, vraiment, ça a été un gros travail, de recherche bibliographique parce que, eh bien, voilà, moi, j'étais pas du tout spécialiste du chêne. Et l'une des difficultés, c'est qu'il y a encore plein de choses qu'on ignore sur la vie de ces êtres-là. Il y a aussi eu pas mal de désinformation. Il y a eu des livres de vulgarisation à succès qui ont diffusé des idées qui soit sont fausses, soit en tout cas ne sont pas vérifiées. Et ça vraiment, ça a été un travail, important. On parlait d'experts scientifiques. Nous, sur la fin du projet avec donc mon éditrice Frédérique, on est passé par la relecture d'un botaniste, Boris Pressec, qui travaille au Muséum de Toulouse, qui a pu valider certains points, bah, sur lesquels on n'était pas absolument certaine parce qu'on trouvait des informations contradictoires. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment, crucial de faire ce travail justement de sélection parce que même si aujourd'hui on vit une époque formidable, on a accès à une quantité d'informations immense et bah, pour trier ce qui est valable, prouvé scientifiquement, toujours d'actualité et bah, c'est vraiment un travail, intense. Et je crois que tu voulais donc nous présenter, la façon dont tu as travaillé à partir de 3 doubles pages qu'on va faire Oui, défiler. oui, parce que Vie ma vie de chaîne, du coup, bah, c'était une nouvelle collection, donc c'est avec, Mmh. ma collègue Charlotte, elle travaillait sur le hérisson, donc on était un peu Mmh. les les cochons d'Inde expérimentaux pour tester cette nouvelle collection et en fait, d'un côté, c'était très motivant parce qu'on avait un peu le champ libre, donc il y a à la fois de la photo, de l'illustration, des schémas, des interviews, donc on pouvait aussi, jouer sur un côté plus, humoristique et bah, du coup, je trouve que ça donne une grande liberté sur comment on choisit de mettre en image les notions. Donc là, par exemple, la page de photos, j'avoue, j'ai un petit peu, poussé mon éditrice pour qu'on fasse quelque chose sur les galles du chêne parce que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les guides pratiques pour aller dehors, Mmh. mais qu'on retrouve beaucoup moins dans des ouvrages un peu plus classiques et moi, je trouvais ça intéressant justement de casser cette opposition livre de salon, livre pour aller dehors, et de montrer, voilà, des choses que les enfants pouvaient observer directement. Donc les gales du chêne, hein, ce sont des petites formations, provoquées par des insectes sur les feuilles. Mmh. Ensuite, au niveau des schémas, la partie un peu technique pour expliquer, bah, justement la communication et bah, cette double page, elle a l'air de rien, mais c'est sans doute la plus difficile de l'ouvrage parce que Mmh. la communication chez les plantes, on sait très peu de choses, contrairement à ce que l'on peut penser, parce qu'il y a plein de livres qui sont sortis, mais comme je le disais, certains ne sont pas à jour ou alors sont très enthousiastes alors qu'on n'a pas de vérification scientifique et vraiment, c'est celui sur lequel on est le plus revenu parce qu'il a, au début, on voulait exposer la communication entre arbres différents et Mmh. par exemple, eh bien ça, il y a des articles qui sont parus en 2023, hein, donc c'est tout récent, qui disent: «Bah, finalement, c'est pas si sûr que ça». Donc on a préféré jouer la sécurité et vraiment mettre que des choses dont on est absolument certain. Et c'est très possible, parce que la science, progresse constamment, que dans quelques années, enfin, dans longtemps, je pense, on aura de nouvelles choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vraiment voulu montrer qu'est-ce qu'on sait pour sûr aujourd'hui en 2024. Donc c'était vraiment, vraiment l'enjeu. Et puis la dernière double page, c'est, une bande dessinée qui permet un petit peu de mettre en image. On peut pas avoir de vidéo, mais je trouvais ça, chouette de voir un comportement entre guillemets «en action». Donc là, voilà, c'est l'action
du grand capricorne, un insecte qui se nourrit, enfin qui pond et dont les larves se nourrissent du bois de l'arbre. Et l'illustrateur Didier Balicevic a fait un travail incroyable parce que voilà, déjà c'est des insectes avec des très grandes antennes, il faut que ça tienne dans des cases et que ça reste compréhensible en peu d'images. Et je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Ouais, c'est un très beau travail et donc on va poursuivre donc d'une part, aussi en lien avec les questions qui sont dans le chat, puisque je voulais revenir aussi à des questions donc à Charlotte et Camille. Donc on l'a vu, hein, tout ce renouvellement de format, d'approche, de narration, ce renouvellement du documentaire. Mais pour aller plus loin aussi, comment vous accompagnez autour de ces documentaires les nouvelles pratiques des enfants? On sait aussi que les éditions Milan, c'est de la presse, il y a des contenus audio également sur le site internet des éditions Milan. Donc, il y a sûrement des médiateurs aussi qui nous écoutent. Donc, comment vous accompagnez tous ces médiateurs aussi pour faire vivre ce documentaire et puis peut-être aussi répondre à ces questions liées à la désinformation assez courante actuellement? Merci Anne. On a perdu Charlotte, on va essayer de la retrouver. Typiquement, la collection Vie ma vie. Vie ma vie, elle a été pensée avec la rédaction du magazine Wapiti, d'où une approche qui n'est pas du tout linéaire et monotone, comme le disait Agatha, où on y alterne des planches BD, des schémas, du texte au long, des légendes, des commentaires en phylactère. Enfin, il y a ce côté très éclectique dans la forme, pour cette idée pour accrocher le lecteur justement dans une pratique un peu plus de picorer la lecture à droite à gauche. Donc on a pris le parti du jeu, de la première personne pour toucher l'enfant et l'amener à se mettre à la place de l'animal, être en empathie vis-à-vis du vivant. Et donc en fait, il fait partie de lui-même. Et donc ça, en ce sens, on retrouve une cohérence éditoriale avec le magazine Wapiti. Voilà, et donc c'est enrichi de fiches pédagogiques à disposition des instituts. Est-ce que Charlotte, tu peux enchaîner peut-être sur le 360 côté Oui, alors c'est vrai que ça ne concerne pas ces collections particulièrement, mais c'est vrai qu'on réfléchit à des évolutions, à une diversification de nos contenus. Nous, on fait partie d'un groupe qui a développé une cellule audio, on est dans un groupe de presse également. Donc, on a aussi la chance de pouvoir diversifier nos marques. Par exemple, si je parle des petits docs, les petits docs sont devenus des magazines depuis quelques années maintenant, alors qu'à la base, on était vraiment sur un contenu purement éditorial. Il y a des audios aussi qui ont été créés à partir des petits docs. Donc ça, c'est encore une évolution des contenus. Et puis, très récemment, on a créé des webinaires à destination des classes sur des thématiques qu'on traite en docu. Par exemple, sur la collection des petits pourquoi dont on parlait tout à l'heure, on a fait un webinaire sur le harcèlement à l'école, un autre sur l'égalité filles-garçons. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment une façon de travailler, on appelle ça en 360, des contenus et des marques éditoriales. Et peut-être pour répondre à la question qui se pose sur le chat, qui est tout à fait pertinente, qui nous habite tout à fait, c'est pas si simple parce qu'il y a aussi, alors je pense qu'il n'y a pas de oui ou non systématique, parce qu'il y a aussi cette idée que les intox, il ne faut pas les promouvoir. Donc il faut savoir faut être responsable et conscient de ce qu'on met dans la tête de nos lecteurs. Donc soit, de mon point de vue, mais peut-être qu'on n'a pas le même point de vue avec Charlotte ou Agatha, de mon point de vue, si c'est pas massif, ça vaut pas forcément le coup d'être évoqué, parce que ça va finalement la diffuser, cette fake news. Voilà. Donc on doit juger à chaque fois de l'effet massif de la fake news. Est-ce que c'est vraiment un truc hyper courant que tout le monde dit, ou est-ce que c'est juste un truc qui se dit dans certains secteurs, dans certains milieux? Donc du coup, c'est pas oui ou non, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Et en l'occurrence, sur la collection Vie ma vie, on n'a pas de rubrique spéciale déconstruction, mais peut-être on en a dans d'autres de nos catalogues. Hein. C'est des choses, c'est des sujets qu'on aborde souvent avec cette pratique du sandwich de vérité, c'est-à-dire il faut toujours commencer par raconter la vraie info, déconstruire l'erreur, déconstruire la fake news pour redire la vraie info, pour être sûr que même l'enfant qui picore rapidement, qui lit en diagonale, revienne vraiment ne retienne que la bonne chose, parce que c'est toujours le danger que les enfants ne retiennent pas la bonne chose. Enfin voilà, quand on sait qu'on peut lire un livre en étant plus ou moins concentré, donc c'est important de bien doser ces partages-là.
Alors, on voulait revenir aussi, peut-être faire un petit pas de côté et sortir de ces 3 nouvelles collections avec un titre, hors collection, mais pour revenir aussi sur le travail d'Agatha en tant qu'autrice scientifique et qui participe à des ouvrages de documentaire jeunesse et notamment mettre en avant donc Message reçu, qui a été écrit avec Charlotte Duranton et illustré par Nicolas Galkowski. Donc, là aussi, on voulait faire un petit focus pour voir ce travail aussi qui se fait, donc là, sur une écriture à 4 mains et puis sur un titre encore un peu différent, même il s'agit encore de communication, comme pour les arbres précédemment que nous avons vus avec toi. Il y aura toujours de la communication, donc forcément ça se retrouve. Alors oui, pour ce travail-là, c'était assez différent. On avait relativement carte blanche. Il y avait juste le format, le nombre de pages et ça s'est vraiment co-construit donc avec ma co-autrice Charlotte, mais aussi avec notre éditrice, Julie Delas, qui a été vraiment partie prenante dans la création. Nous, avec Charlotte, bien sûr, on a, des points qu'on trouve importants. Toutes les 2, on est très sensible, par exemple, aux émotions des autres animaux, essayer de faire comprendre, voilà, aux enfants que les caméléons et les poissons ont aussi des émotions et que c'est important de les prendre en compte. Mais voilà, par exemple, c'est Julie qui nous a entraînés à faire un espèce de voyage. C'est-à-dire qu'on va, parce que nous, ce qu'on savait, c'est qu'on voulait parler des différents sens, car les animaux communiquent avec différents sens, la vue, l'odorat, voilà. On voulait parler un petit peu du quotidien. Donc, par exemple, la double page que l'on montre, c'était vraiment l'idée de donner un peu une sorte de guide pratique à la maison avec son chien, son chat, pour éviter à l'enfant de faire des impairs, par exemple, d'aller embêter un chien qui montre qu'il n'a pas envie d'être, caressé. Donc pour vraiment leur donner des solutions un peu pratiques et puis voilà, l'idée de Julie, c'était de dire: «Oui, mais il faut un peu rêver» et en cela, elle a complètement raison et on a proposé du coup d'aller dans des écosystèmes qui sont assez éloignés des nôtres. Donc il y a plusieurs pages où c'est chez nous. Donc par exemple, ça c'est, la vie nocturne comme on peut le trouver dans certaines forêts françaises. Il y a aussi des choses dans les champs, dans la ville pour vraiment donner un côté local pour que les enfants puissent rencontrer en vrai ces écosystèmes et puis un côté, voilà, plus loin. On va en Guyane, on va dans la savane africaine, on va, dans les alpages pour montrer d'autres animaux. Et il y avait beaucoup d'enjeux parce que nous, on voulait parler de tous les sens, mais on voulait aussi présenter des animaux très différents, que ce soit des insectes, voilà, là, on voit une araignée, on voit un mammifère, on voit un oiseau et on trouvait ça intéressant et important d'être le plus large possible parce qu'on a des biais et on est quand même plus sensible et en général plus intéressé par des animaux proches de nous, les mammifères et cetera. Mais on trouvait ça important de mettre aussi en avant des animaux peu connus. Donc là, par exemple, vous voyez une genette. Il y a peu de gens qui savent que ça existe, les genettes, et pourtant elles vivent dans les forêts françaises. Et en cela, j'ai vraiment été très reconnaissante que Milan nous laisse un peu faire parce que, on a mis des animaux un peu connus, un peu sexy, mais d'autres, qui le sont beaucoup moins et on trouvait ça, important et vraiment, voilà. Je suis reconnaissante qu'on ait pu le faire. Ouais, c'est un très bel ouvrage, magnifiquement illustré. Je voulais aussi rappeler, je ne l'ai pas dit en introduction tout à l'heure, si on voulait retrouver tous tes travaux, tu as un site internet, c'est le niddepi.com. On peut retrouver Tout aussi à ton fait. parcours, et l'ensemble de ton travail. En tout cas, c'est un très beau titre. Moi, je voulais poursuivre, avec, à nouveau des questions donc pour, Charlotte et Camille et notamment pour revenir peut-être sur les nouveautés documentaires dont vous êtes le plus fières chacune. On voit que c'est une production très riche. Donc voilà, je vous laisse la parole. Je réponds juste à Sylvia, avant d'oublier, au sujet de la traduction. En fait, l'éditeur français, il se charge de la traduction d'un texte en français. C'est-à-dire que nous, on va acheter les droits à une maison d'édition étrangère pour traduire leur texte. L'inverse, donc traduire du français vers une langue étrangère, c'est l'éditeur étranger qui va s'en charger. Voilà. C'est rare en fait qu'on traduise en France et qu'on commercialise en France des textes qui ne soient pas du français. Ça arrive, mais c'est rare, c'est vraiment marginal. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. On commence par mon coup de cœur de l'année. Alors moi, tous mes bouquins sont mes coups de cœur. Celui-ci, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est aussi un peu un ovni chez nous. Nous, on fait beaucoup de petits docs et là, c'est un très très gros doc. Vous voyez, c'est un doc qui a pour ambition de présenter toute la France, rien que ça. On parlait de photos tout à l'heure. Voilà, c'est un très gros documentaire dans lequel la photo va vraiment être mise à l'honneur. Le principe, c'est d'aller présenter. Oh, je veux bien, merci. C'est d'aller présenter toutes les régions de France en choisissant des sites. Donc, on a choisi des sites culturels
et des sites naturels. On fait un tour en fait du patrimoine des régions de France. On présente par double page une grande ville ou un site qui vaut le détour. Et tout ça dans 488 pages, donc vraiment ça fait une très grosse somme. C'est d'un point de vue éditorial un énorme travail qui a été mené par les équipes de plusieurs années, parce qu'en fait là il s'agit de la compilation d'une collection qui s'appelle les Docs France, dans lesquelles on a fait voilà, toutes les régions les unes après les autres, et ici elles sont réunies dans un seul ouvrage qu'on espère devenir une référence dans le domaine, parce que pour l'instant on est tout seul à avoir ce type de proposition là. Donc voilà, on est vraiment là, on est du côté de l'encyclopédie presque, et toujours à hauteur de notre lectorat cible à partir de 5 ans. Très bien. La suite, peut-être comme je suis à côté de Charlotte. Moi, du coup, celui que j'ai décidé de vous partager, c'est quoi le handicap? Donc, pour le coup, petit bouquin d'une 60aine de pages. Et je voulais vous en parler parce qu'on a vraiment essayé d'aller au-delà des discours de surface entendus habituellement sur le sujet, même si on n'est qu'en 64 pages, et quitter un peu le discours institutionnel, par exemple, creuser cette vision que les Paralympiques ont pu porter et questionner questionner nos biais validistes, notamment, ne serait-ce qu'en introduisant cette notion, le validisme, auprès de nos lecteurs lectrices, et en insistant sur le combat qui reste à mener pour faire valoir les droits des personnes porteurs de handicap en France. Et on s'est entouré d'une membre de l'association Les Dévalideuses et d'un membre de Handicap International. Donc voilà, c'est un livre que je trouve vraiment à mettre entre les mains de tous et toutes. Alors, je crois qu'il nous reste 9 minutes, donc nous avons respecté le temps imparti. Je voulais savoir s'il y avait, donc il y avait des questions en effet, mais ça, tu as répondu, Agatha. Donc, bien sûr, on retrouve les éditions Milan et je pense qu'on vous retrouve toutes au Salon du Livre de Montreuil en physique et en vrai. Je ne sais pas s'il y a des événements donc, autour du documentaire. Donc, Agatha, tu vas signer avec Charlotte, donc message dessus. Est-ce qu'il y a d'autres événements autour des documentaires, des nouvelles collections durant le salon pour les éditions Milan? Je crois pas. Je crois pas. Ouais. En tout cas, on vous retrouve sur place. Moi, j'avais une question aussi pour vous, peut-être pour oui, un numéro de stand. Peut-être vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais sinon, je pense qu'on vous. Après, je répondrai à Au premier étage, c'est tout ce que je sais. Généralement, je crois qu'il y a déjà le planning sur le site du salon et vous pouvez voilà, Sophie. Voilà, Sophie a répondu, E31. Super. Je voulais revenir moi, peut-être sur la question de la traduction, par curiosité. Mais vous aussi, est-ce que vos collections, notamment cultes, Copain des Bois, etc., se sont exportées, sont traduites à l'étranger? Le documentaire Milan, qu'en est-il dans d'autres pays? Tout à fait. Je te laisse commencer. Oui, tout à fait. On a une super équipe de vente de droits étrangers qui, on a un rayonnement international assez impressionnant. Je n'ai pas toutes les collections et les titres en tête, mais oui, gros catalogue un peu partout, sur tous les continents, en francophonie aussi. Enfin, il y a vraiment toutes les veines qui sont travaillées, et il n'y a pas de limite. Même si il y a des pays c'est très surprenant, mais c'est génial. Donc leader en France et aussi présent à l'étranger. Donc, en tout cas, je vous remercie. Je ne sais pas si on a d'autres questions dans le chat. On est un peu en avance. On a eu le temps de tout aborder donc, sur ces nouvelles collections, Médoc Nature, Vie ma vie, Topic. On peut rappeler en effet qu'on retrouve toutes les informations aussi sur le site internet des éditions Milan. Et puis, il y a aussi des petits trailers qui accompagnent les lancements de ces collections et de ces titres sur votre site internet. Pour les enseignants, les médiateurs, là aussi, il y a énormément de ressources sur le site internet pour compléter aussi les questions que vous pourriez avoir sur ces nouvelles collections. Vous êtes présent donc également au Salon du Livre de Montreuil, donc qui commence la semaine prochaine. L'inauguration a lieu mercredi soir, et ensuite ce sera de jeudi à lundi. Lundi, c'est la journée professionnelle également, si vous voulez retrouver les éditions Milan sur place durant toute cette fête de la littérature jeunesse. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez compléter ou conclure? D'habitude, on est pile dans les temps. Là, on a un peu plus de temps, si vous voulez compléter. Moi, j'ai juste une toute petite remarque vis-à-vis des fake news, etc. Il y a Marine qui en parlait. Alors, je ne sais pas quel est son statut, etc. Mais moi, par exemple, je donne des conférences sur le sujet parce que je me suis rendu compte que dans plein de docus, il y avait encore des idées reçues, notamment sur le comportement des animaux qui continuent à circuler. Donc, j'essaie à ma petite échelle d'essayer de démystifier, mais c'est vrai que c'est long.
et qu'on est à une ère où, en effet, l'intelligence artificielle générative ne nous aide pas beaucoup parce qu'elle diffuse, des idées fausses et que ça va très vite et ça se perfectionne, plus vite que nous, on a pour le corriger. Donc voilà, il y a des ressources qui existent, voilà, donc si besoin. Moi, j'aime bien en parler. Oui, c'est un vrai enjeu. Donc, il y avait une question aussi sur les animations en médiathèque et Sophie a répondu. Donc, vous pouvez la contacter si vous souhaitez faire des animations autour des collections Milan et inviter des auteurs. Voilà, n'hésitez pas à contacter les éditions Milan. Charlotte, Camille, vous n'avez rien de plus à ajouter sur les collections? Non, je crois qu'on est Non, bon. Merci non, beaucoup, Anne, et merci, chouette. Agatha. Bah, merci à vous, Merci merci à pour vous. cette présentation qu'on retrouve donc en replay très vite. Et puis, on se retrouve très, très vite sur le salon du livre de Montreuil. Avec plaisir. Super. Merci tout le monde. Merci à toutes pour vos interventions. Bonne journée. À très vite, merci. Bonne Pour journée. les spectateurs, les webinaires professionnels continuent jusqu'à 18h en ligne, puis en replay. Et nous vous donnons également rendez-vous sur le salon à partir du mercredi 26 novembre. Tout le programme est à retrouver sur slpj.fr. Merci beaucoup. Merci.